bonsoir à cette multitude d'amis qui sont présents. À vrai dire, heureusement qu'il n'y a pas plus de gens qui sont venus parce qu'il n'y a plus de place. Et aussi à cette masse de gens qui nous suivent en direct par Zoom. Et bon, ceux qui nous suivent en différé, voilà, ceux qui nous suivent en différé par YouTube. Alors donc, quelques petites annonces pour commencer. Un, très personnel, comme ça, de la part du collectif, en tous les cas pas personnellement, c'est Antoinette Rivroy, qui est la Belge, la philosophe belge, qui nous avait promis d'intervenir et de travailler avec nous. Alors, Antoinette, voilà, on attend ton coup de fil, voilà. On va travailler avec Antoinette par rapport effectivement à la question de la tyrannie de l'algorithme. Antoinette est quelqu'un qui a travaillé beaucoup, on a présenté des choses avec elle à la Maison de l'Amérique latine, a travaillé beaucoup sur l'automatisation en utilisant des trucs de IA qu'à l'époque c'était beaucoup moins connu, pour remplacer parfois le travail des juges, hein, c'est-à-dire que maintenant, comme avec ChatGPT, c'est devenu quelque chose de tout à fait... Tout le monde se pose la question, mais à vrai dire, ça fait plusieurs années que, comme dirait ces grands intellectuels, le grand remplacement a lieu, sauf que ce n'est pas le grand remplacement par des humains, c'est le grand remplacement par l'algorithme. L'autre, c'est dire merci beaucoup. Il y a un bonjour spécial en espérant que les petits bobos passeront à notre très cher Edgar Morin. Bonsoir Edgar. Et voilà, il est à Marrakech parce que voilà, alors on sait que voilà qu'on a le plaisir et l'honneur que tu nous suives. Et bon, on va voir comment on peut, parce qu'Edgar nous a proposé de voir comment on pouvait faire du texte à partir au moins des passages du séminaire. Et alors on verra ça, mais bon voilà, c'est une proposition que nous a fait très amicalement Edgar Morin, et je te remercie. Voilà. Et bon, il y a aussi, alors maintenant pas par rapport... J'ai regardé l'organisation, elle est magnifique, elle est à l'ancienne, j'adore. Si, c'est l'ancienne, mais pas organisée. C'est en vraie intelligence artificielle. Mais c'est pas organisé. Tout ça, c'est le pur algorithme. Justement. Du fait que je fais le même, ça me rassure. Tu vois, et l'heure, tu vois, cette montre, il a 125 ans. Il est fait en 1900. Pensez-vous, vos cacaphones, si vont durer pas 125 ans, mais 125 jours, tu vois. Bon, alors maintenant... J'ai trois petits messages à passer. Ah oui, seul, en fait. Vas-y, passe les messages. Alors, à Émilie, à Sylvie, qui nous a envoyé des questions, mais Émilie aussi nous a envoyé une question, et Anna, je pense surtout à Anna, qui a envoyé 2 mails, j'ai bien le 15 et le 21 janvier, 2 mails très longs. Alors, on n'a pas répondu, Anna, mais on a lu, on a pris en compte. Et j'allais aussi passer le message à Jérôme, mais Jérôme, lui, est venu. Voilà. Il a trouvé une place, malgré la... Voilà, il a réussi à... Et il est venu de loin, en plus. Donc du coup, Jérôme, pour la peine, tu pourras poser ta question en direct. Okay. Alors, il y avait 1000 personnes qui voulaient venir ici au séminaire, et du coup je me suis débrouillé pour qu'ils ne viennent pas, parce que du coup je leur donnais nos questions. Si jamais il y a une version, tu vois, et plutôt qu'y avoir 1000 sur YouTube et 20 en présence, il y a une version, il y a 1000 présents. Non mais blague à part, effectivement, on reçoit vos questions, même si on ne répond pas forcément dans les 24-48 heures, on les lit, on les prend en compte. Voilà, je dis ça notamment pour Émilie qui envoie une question. Moi, dans tous les cas, j'insiste toujours, lui, voilà. C'est une petite annonce musique. C'est le retour. Je te laisserai dire ma question, si ça te dérange. Si tu veux. Voilà, parce que je te prête ma voix. D'accord. Alors, j'ai continué une annonce encore. Et alors donc, l'autre annonce, c'est une annonce déjà un peu moins rigolo, mais bon, c'est par rapport à ce que les jeunes Théo et les autres jeunes et moins jeunes, les groupes qui travaillent avec les collectifs des jeunes de Belleville, qui sont au théâtre de la Gaîté Lyrique depuis combien? Depuis 2 mois, depuis décembre. Depuis décembre.
et que, bon, effectivement, là, il laisse entrer les gens, il les envoie les gens en essayant, les envoie, c'est-à-dire la préfecture et les juges envoient des gens en espérant que ça explose de dedans. Et en ce moment, à la Gaîté Lyrique, il y a 400 jeunes non accompagnés, jeunes migrants non accompagnés. C'est très compliqué, il y a une grande solidarité, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens, des institutions, mais beaucoup de particuliers qui donnent de l'argent parce qu'il faut faire 450 personnes à donner à manger, bon, et ça fonctionne bien. Mais ce qu'il faut savoir, parce qu'il faut le savoir à temps, c'est que depuis une quinzaine de jours, depuis 2 semaines grosso modo, après un silence total, que personne ne parlait de ça, dans un journal d'extrême droite allemand, mais vous savez l'extrême droite allemande c'est devenu la droite, quoi. Et sont apparus des articles en dénonçant ce qui se passe à la Gaîté Lyrique. Et il y a des jeunes néo-nazis allemands qui sont venus provoquer, même dans la manifestation, ils tournent autour de la Gaîté Lyrique. C'est français aussi, c'était à la manif. Il y a aussi des jeunes néo-nazis français qui viennent, des anciens des générations identitaires, voilà. Donc ça, il faut le savoir parce que, bon, parce que c'est important quand même qu'on sache quand même qu'ils viennent provoquer, mais ils peuvent faire aussi du mal, non? Alors voilà, il faut le savoir. Il y a eu aussi vendredi matin des gens de Zemmour, non? Qui sont venus se mettre en face pour provoquer aussi. Et les jeunes, tous ces jeunes, 400 jeunes qui sont là, avec les 3 ou 4 solidaires locaux italiens, ils réussissent à être d'une grande sagesse pour le moment, à ne pas répondre, ne pas répondre à la provocation. Mais c'est important de savoir parce qu'effectivement, le vent souffle de leur côté, n'est-ce pas? Le ministre de l'Intérieur, il est tout à fait aligné dans ses positions, etc. Alors bon, il faut savoir que quand les jeunes du collectif des jeunes de Belleville demandent de solidarité, ils font des manifs, aussi les gens peuvent passer à la Gaîté Lyrique, juste passer à rendre visite. C'est important que les gens aillent parce qu'il faut éviter qu'ils puissent être isolés et qu'il puisse arriver un malheur. Voilà, alors ça c'était pas une annonce, mais vraiment ça fait partie effectivement d'agir dans la complexité, non? Voilà. Alors, aujourd'hui on va continuer avec ce qu'on avait fait la dernière fois, on va continuer sur 2 axes principaux. Ah non, il y avait une autre annonce. Je voulais raconter finalement, parce que quand même. Ça pourrait être en off, et puis tu nous dis qu'à nous, et ils sont obligés de venir encore la prochaine fois. D'accord. Ça, c'est un bon plan marketing. Non, quand même, la dernière fois, j'ai fait l'annonce, j'ai dit que j'avais été invité par le pape au Vatican. Et alors, effectivement, je suis allé au Vatican, j'ai passé 1 jour et demi au Vatican. Et donc il y a eu 2 parties. Non? Il y a une partie dans laquelle je me demandais mais qu'est-ce que j'ai fait là, non? Parce qu'il y a une partie dans laquelle il y avait, bon, bien entendu Francisco, mais il y avait la reine de Jordanie, il y avait Al Gore, il y avait il capo di consiglio, come si chiama? Il y avait Tajani, je pense. Tajani non era tra quello che ero il capo di consiglio, come... Wow, peu importe. Et il y avait des ministres, un ministre égyptien, il y avait assis à côté de moi de façon absolument surréaliste, Gianni, je ne sais pas combien, le président de la FIFA, non? Donc à un moment donné, tu étais en bonne compagnie. Si, j'ai fait attention, tu vois, je dis, et celui-là il me pique, j'ai pas de portable alors que bon. Et alors donc, à un moment donné, je me suis dit, comme ça, grosso modo, mais où est-ce que j'ai merdé comme pour me trouver là, non? À un moment donné, j'ai dû vraiment faire quelque chose de mal, bon. Et alors je me suis rappelé de... Tu as fait la confession, là. Alors je me suis rappelé de ce que dit Atahualpa Yupanqui, qui dit
si avesse cantado delante de panzudos patrones, he sostenido fuerte las razones del pobrerío. C'est-à-dire que même si je dois parler devant tous ces gens-là, il faut que je dénonce de façon forte les raisons d'amener de la terre. Mais petit à petit, quand la journée est passée, les choses se sont renversées, changées, pour moi, parce que moi j'avais rien compris. Et alors, bon, au départ, il fallait faire un petit speech. Alors j'ai fait, la reine a dit que la guerre était moche, que les enfants sont gentils. Après, les ministres égyptiens ont dit que la guerre était moche, que les enfants étaient gentils. Bon, au bout de 15 fois plus ou moins, bon, on avait compris que ces gens-là, mais ça se sentait que c'était du fond du cœur, hein, ça sentait quand même que c'était honnête, c'était ressenti ce qu'ils disaient. Et alors il arrive mon tour, non? Et heureusement, comme j'ai failli m'en aller comme ça en courant, on vient me briefer, ils ont dû voir que je faisais une tête un peu grande, ils m'ont dit, écoute, la question c'est comme ça, ici tout se passe dans les couloirs. Alors, tu vas parler maintenant et après, voilà. Mais ils m'ont fait savoir que les papes étaient tout à fait d'accord avec mes positions sur l'éducation, l'algorithmisation, etc. Et que bref, je devais dire ce que les papes, avec les... J'ai compris ça aussi, un peu étonné, quand le pape il est venu me dire bonjour, parce que voilà, j'avais publié, j'ai donné au copain la photo, parce que, en principe, tu vois, on n'avait jamais joué au football ensemble à Buenos Aires, mais il vient vers moi avec un grand sourire, quand on a dit c'est Miguel, non, tu as vu la photo, comme ça, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il est ici? J'étais content de voir Miguel, tu vois. Et petit à petit, j'ai compris qu'au fait, bon voilà, la question c'est que c'est dans tout ce bordel qui est le Vatican, effectivement, hein, pas de grave, hein. Les gens un tout petit peu de gauche du Vatican qui entourent un peu les papes trouvaient dans ce que sont nos travaux quelque chose de consistant, qu'ils voulaient qu'une partie de l'Église, en tous les cas, s'engage là-dedans. Et c'était très intéressant. Alors bon, c'est ce qui m'a confirmé les papes et un cardinal, d'autres gens m'ont dit qu'ils ont dans le document final, qu'ils pensent que c'est très important. Et alors c'était une expérience particulière, n'est-ce pas? C'est une expérience particulière. Bon, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que le rôle d'un chercheur intellectuel c'est influencer le pouvoir. Je pense que c'est de travailler à la base, non? Et de développer les choses. Mais bon, c'est quand même pas mal, voilà la chose. Et une chose très drôle, à un moment donné, j'étais en train de parler avec voilà, les délégués directement de Dieu. Et je dis, bon, effectivement, je parlais de la grande substitution, effectivement, non, parce qu'on parlait, j'ai fini en disant, on est devant un cauchemar, vous pouvez voir la première partie, elle est sur YouTube, non? C'était maintenant, je suis comme ça, je suis sur YouTube tout le temps. Et alors, la première partie, la partie dans laquelle on présente chacun les choses, non? Et alors, j'ai fini en disant, bon, les cauchemars, c'est que moi, en tant que chercheur, systématiquement, ils me font la demande en me disant, mais quelle est encore la différence entre l'humain et la machine? Qu'est-ce que la machine a? Qu'est-ce que l'humain a que la machine n'a pas? Et je dis, c'est un cauchemar cette question, parce que cette question veut dire qu'on est déjà vaincu, qu'on se considère en égalité avec la machine, et on cherche à voir si on a un module de plus. Bon. Et alors donc je dis, bon voilà, il faut résister, patati patata. Alors, il y a toute une partie de la salle qui applaudit très fort, autre partie qui avait mal aux mains, alors applaudit un peu moins. Et alors après, donc c'était voilà les trucs drôles que je parle avec, voilà, tous ces entêtés. Et je lui ai dit, le problème c'est que pour faire barrage à cette colonisation, pour arriver vers une hybridation joyeuse, n'est-ce pas? Aujourd'hui on va parler de cette hybridation, n'est-ce pas? Alors, quand je l'ai dit, je me suis rendu compte qu'est-ce que je suis au Vatican en parlant avec qui, qu'est-ce que je suis en train de dire. Parce que je m'entends dire, pour faire barrage, l'âme n'est pas suffisante. Non? Et ils me disent, mais oui. Il me dit un mec, mais c'est pour ça que tu es là. Alors donc j'ai dit, bon, parfait, non? Mais sur le moment, je me suis surpris un tout petit peu. Je me dis, là, comme vous verrez là, aujourd'hui on va parler de la volonté d'agir, voilà, je me suis surpris. Mais je trouvais que c'était intéressant parce qu'effectivement il y avait sœur Martha
comme vous savez, Peloni par exemple, quelqu'un qui lutte à la base en Argentine, sont tous ces bons sœurs qui luttent, elles luttent par exemple contre le vol d'organes à des mômes, vous voyez, il y avait des Brésiliens, donc il y avait toute une partie qui était vraiment l'église du peuple, celle qu'on connaît en Amérique latine, etc. Bon, c'était pour raconter voilà, l'aventure du collectif malgré tout. Au Vatican. Au Vatican. C'est pas Tintin chez les Soviets, Les aventures. c'est pas Tintin chez les Soviets. Ça fait Tintin, ça fait des aventures de Tintin. On va inventer une bande dessinée sur Miguel. Bientôt à l'Élysée à côté de Macron. Alors donc, la dernière chose qui va avec tout ça, c'est qu'au-dessous, avec les collectifs, malgré tout, de l'Argentine, du Brésil, de l'Italie et la France, j'ai proposé démocratiquement, sans possibilité de contestation, qu'au-dessous de malgré tout, non, ou malgrado tutto, ou a pesar de todo, au brésilien, je ne sais pas, parce que c'est une langue un peu restreinte. Et de mettre desde abajo, c'est-à-dire depuis le bas, c'est-à-dire de dire effectivement, et c'est là où ça s'articule avec ce qu'on va parler aujourd'hui, la partie plus séminaire. Effectivement, desde abajo, ça veut dire le contre-pouvoir comme horizon indépassable, de l'agir dans la complexité, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans le sens justement où c'est pas, il ne doit pas avoir des instances de pouvoir, parce que là c'est des utopies, n'est-ce pas? Mais simplement où on met la jauge et où on met où on met la force, la puissance, n'est-ce pas? Et justement, ne pas tomber dans les pièges que beaucoup d'intellectuels et chercheurs tombent, que quand il y a quelqu'un d'en haut qui l'appelle, il dit l'heure de gloire est arrivée, n'est-ce pas? C'est-à-dire il n'y a pas d'heure de gloire quand les pouvoirs t'appellent. Il peut participer à une fissure, parfait, n'est-ce pas? Mais desde abajo. C'est un tout petit peu, voilà, c'est que Théo et ses amis avec les collectifs des jeunes de Lille, n'est-ce pas? C'est comme depuis les bas, non? Desde abajo. Ça doit être d'agir comme un cauchemar pour le pouvoir, vous comprenez? C'est-à-dire c'est agir que envers, malgré tout, vraiment, malgré les caméras de surveillance, malgré les flicages, malgré la force brutale du pouvoir, il y a quelque chose que nous voyons que est, malgré tout, c'est le cauchemar comme ça, desde abajo, non, qui en permanence existe. Et je pense que notre pari clair et définitive avec les amis de l'Amérique du Sud, avec tous les amis des réseaux qu'on connaît. Effectivement, l'idée c'est ça, c'est-à-dire ne jamais se laisser tenter par le pouvoir, ne jamais se laisser séduire par le pouvoir. Non? Voilà, alors on a mis comme sous-titre ça. Alors, la dernière fois, apparemment beaucoup de transitions, merci, non? La dernière fois, finalement, j'ai présenté la question de la relativité d'après Galilée. Non? Et on parlait, par rapport à la relativité de Galilée, on disait qu'effectivement, contrairement à ce qu'on pouvait penser, la relativité de Galilée refuse absolument, non, qu'il y ait un référentiel universel. C'est-à-dire que tout ce qui existe de façon située, n'est-ce pas? Il n'y a pas un référentiel universel. Alors là, il y a deux points importants à tenir compte qui à nous intéressent. D'abord, effectivement, qu'il n'y ait pas de situation universelle, qu'il n'y ait pas que le point de vue universel, c'est un point de vue de nulle part. C'est ce que Galilée nous permet de penser. Il dit, les points de vue universels, c'est le point de vue de nulle part. C'est-à-dire, il n'y a nulle part où existe un référentiel universel qui nous permet de l'appliquer dans toute situation. Par contre, effectivement, idéologiquement, nous pouvons dire que l'humanisme, d'un point de vue idéologique, oui, a construit ce qu'on pourrait appeler un référentiel universel. Vous voyez, c'est-à-dire que l'humanisme va construire un modèle d'homme, cet homme
dont aujourd'hui on va revenir sur la question de la liberté et causa sui, non? Eh bien, cet homme-là est un homme qui est un référentiel universel, qui, lui, se prétend être égal à lui-même dans toute situation, non? Et avec l'autre côté galiléen, que là, oui, il y a un côté que c'est pas colonial, mais ça, effectivement, c'est pas colonial dans le sens géographique, mais c'est colonial dans le sens ontologique, n'est-ce pas? Qui est l'effet de l'affirmation que tout savoir, toute connaissance doit être sous condition d'enlever la sensibilité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le sensible doit rester dehors, non? Qui est, bon, c'est la mise en forme, cette fois-ci scientifique, du dispositif cartésien du binarisme, n'est-ce pas? Il y a celui qui connaît, celui qui sent, celui qui existe, doit s'extraire du monde connu. Et ça, oui, effectivement, ça, c'est un mécanisme qui est, pour les raisons ontologiquement colonial, non parce qu'il va coloniser géographiquement l'un ou l'autre, mais parce que, effectivement, va considérer, depuis ces binarismes-là, que tout ce qui regarde au corps, au sensible, aux affinités électives, au territorialisé, doit être soumis à la loi de ces sujets abstraits, universels et bon, une bonne façon de dématérialiser. Alors, on disait, nous sommes aujourd'hui dans un moment, aujourd'hui, l'autre jour, je lisais un texte de Lévi-Strauss de 1971, non? C'est un article. Et Lévi-Strauss, en 1971, il dit « Maintenant, on est entré dans un processus de destruction du vivant terrible. » Il dit. Et il y a deux possibilités, 71. Il y a deux possibilités. Une, ça serait terrible, c'est que le scientisme de la modernité continue. Et l'autre, c'est qu'on soit dans un optimisme comment dire, humble, non? Une chose comme ça, dans lequel on dit, bon, attention, parce que le mode d'autoproduction du monde de la modernité nous a conduit là, non? En 71. Bon, ce que nous savons aujourd'hui et que lui, heureusement pour lui, n'a pas vu, c'est qu'au contraire, c'était le scientisme à fond, n'est-ce pas? Avec la production, cette fois-ci, absolument d'un référentiel universel, hein, mais ces référentiels universels et le monde algorithmique. C'est-à-dire ces référentiels universels pour lesquels il n'y a aucune position située, enracinée, territorialisée, n'est-ce pas? C'est effectivement le monde algorithmique dans lequel le monde du calcul, du calculant, du fonctionnement, se passe absolument de toute territorialisation. Alors, nous on dit effectivement, ces passages entre la crise finale de la modernité et cette, malheureusement, hypermodernité, n'est-ce pas? Ces passages-là s'opèrent pour dire comme Simondon, en réindividuant tout ce qui existe, n'est-ce pas? Tout l'existant, les modes d'existence, mais les entités, les êtres, n'est-ce pas? Ils vont connaître un remaniement total, n'est-ce pas? Un remaniement total. C'est-à-dire, vous savez que un des, comment dire, je sais pas, des modes de lecture de la modernité ou un des axes de la modernité est ce que Rougemont avait appelé l'amour et l'Occident, le fameux livre Rougemont. Nous, on a voulu, avec un ami aussi, on a fait un bouquin aussi sur les paris amoureux. Mais vous savez que l'amour, par exemple, qui semble quelque chose de tellement intime, tellement spontané, n'est-ce pas? Eh bien, l'amour, le mode d'amour de l'Occident et l'Occident sera quelque chose qui va être formé, produit, et qui n'existait pas sous cette forme-là, ni avant, ni parallèlement de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les modes d'autoproduction du monde, pourquoi on s'occupait, nous, de l'amour, en suivant les travaux des Rougemont, n'est-ce pas? On s'occupait de l'amour, pourquoi? Parce qu'on dit, une époque façonne individu, non? D'une façon tellement profonde que ce type de changement, loin d'être des changements qui se poseraient
devant nous et par rapport auxquels on devrait s'adapter sont des changements dans lesquels c'est un ensemble qui va remodeler tout. Alors nous, on avait trouvé que c'était un bon marqueur, je cherchais le mot, c'était un bon marqueur, par exemple, de penser l'amour, c'est-à-dire la naissance de l'amour, comme effectivement un marqueur de comment même les sentiments les plus profonds vont être produits par l'époque, n'est-ce pas? Alors, que ce soit l'amour, l'individu, hein, l'individu en tant que causa sui, l'individu qui doit être libre, n'est-ce pas? Cet individu qui est causa sui parce qu'il n'a pas de détermination. Alors, c'est intéressant de voir la production de l'individu de la modernité, c'est très très intéressant de voir parce qu'effectivement, aujourd'hui on est le lendemain de la crise finale de la modernité et la crise finale de l'individu tel comme elle était produit, n'est-ce pas? On est dans le monde des profils, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qui était, si on peut dire, grosso modo, que dans les cultures non modernes ou à la naissance de la modernité encore, les modes d'existence de l'humain se ressemblaient à quelque chose comme nommé la personne, dans le sens de cette profondeur, multidimensionnalité, ce fait d'être territorialisé, etc. La personne va être, comme mode d'existence, va être modélée par l'individu, pour devenir un individu. Alors, ce sont des conditions matérielles de production, effectivement, c'est parce que c'est le mode de production, c'est le mode de connaissance, c'est le mode de vie. Bon. Alors, l'individu, c'est drôle parce que comment on fait pour que, c'est un comment on fait un peu comique, non? Mais comment on fait pour que tout à coup, l'individu, comme image de comment doit exister l'humain, comment on fait pour qu'il apparaisse comme causa sui? Causa sui veut dire clairement qu'il n'obéit pas à des surdéterminations. C'est-à-dire que c'est le libre arbitre, c'est bon, on a expliqué 1000 fois Bourridan, l'âme, n'est-ce pas, etc. Bon, alors effectivement, c'est très compliqué. On se dit dans l'après-coup, n'est-ce pas, une fois qu'on est dedans, mais après c'est un peu compliqué. On dit, mais comment on fait pour construire cette image à laquelle on va tous être modélés, on va tous aspirer d'un individu qui est libre de produire les effets, n'est-ce pas, de ses actes. Et alors, pour le faire, on peut dire, en suivant quand même les travaux de Foucault, là, oui, effectivement, on peut dire que la seule façon que la modernité a eu de construire l'image telle comme le voulait Descartes, n'est-ce pas, de cet homme comme ça, libéré de toute contrainte, eh bien, la seule façon qu'a trouvé la modernité de faire ça, c'est de déterminer qu'il y en avait qui n'étaient pas causa sui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va dire comment on fait pour déterminer un mode d'existence non attaché, non surdéterminé. Comment on fait? Ben, on le fait par l'absurde. On montre qu'il y a des hommes, les fous, les femmes, les enfants, les indiens, les noirs, n'est-ce pas? Les anormaux, non? Et alors, on regarde les anormaux, et c'est seulement parce qu'on regarde les anormaux et on étudie. Non, c'est ça, bon, c'est Foucault, hein, mais c'est intéressant de le voir dans notre situation, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à aucun moment on va décrire cet homme cartésien, cet homme de la raison pure, cet homme sans attache ni contrainte, non, sans surdétermination. À aucun moment on le décrit, cet homme-là. Parce qu'entre autres, cet homme-là est en devenir. Hein, ça sera à l'âge de l'esprit pour Hegel, le communisme scientifique pour Marx, ça sera, je ne sais pas, au bout du progrès. Mais alors, pour définir cet homme-là, on va définir tout ce qui n'est pas cet homme-là. Et alors, on va dire, bon, tout à coup, il va naître la science de la psychiatrie, c'est-à-dire de la normale, de la femme, du noir, de celui qui n'est pas comme il faut. Et c'est un creux qui va être non défini, mais délimité. L'homme causa sui. C'est lui dont se moque, à vrai dire, Spinoza, hein, qui va dire
l'homme se sent libre pour la seule raison qu'il connaît les effets de ses agirs, mais il ne connaît les causes. Ou il va dire, bon, il se croit libre du seul fait d'ignorer ses chaînes. Alors, donc cette image de la liberté aujourd'hui est dans la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais cette image de la liberté est celle qui a absolument triomphé dans l'hypermodernité. C'est l'image de la liberté de Milley ou de Trump, c'est-à-dire cette image d'une liberté sans contrainte. C'est l'image des transhumanistes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'objectif continue à être, mais maintenant d'une autre façon, hein, c'est-à-dire, on peut dire que si pendant la modernité, toutes les modifications étaient des modifications de l'extérieur du paysage, de l'extérieur des êtres humains, des extérieurs des animaux, dans la hypermodernité, ou dans les passages, on peut dire, on va modifier de l'intérieur, n'est-ce pas? On va modifier, c'est comme l'histoire de l'atome, c'est-à-dire tout d'un coup, on pourra s'occuper de l'atome, on pourra s'occuper des gènes, on peut modifier génétiquement, n'est-ce pas? On va s'occuper le mode d'organisation et des transmissions de ce qu'il appelle l'information, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va s'occuper des dedans. Et alors effectivement, cet homme, cet rêve, comme ça, les yeux ouverts, c'est comme ça que le dit Spinoza, il rêve les yeux ouverts, ce qui se croit, auteur de l'Éracte, rêve les yeux ouverts, dit Spinoza. Eh bien, cet homme dont Spinoza se moque, l'homme des libre arbitre, qui effectivement se croit, voilà, il faut encore se croire auteur de ces actes, justement, parce que, heureusement, il y a les fous, la normale, qui les permet de... Vous comprenez, c'est un dispositif très fort et très dur. Hein, c'est-à-dire que j'ai peur d'être fou, j'ai peur d'avoir un Alzheimer, j'ai peur d'être trop malade. Vous comprenez pourquoi j'ai peur? Parce que si jamais je dépasse cette frontière-là, ben je ne suis plus quelqu'un qui partage cette essence de l'homme, qui est justement être auteur, un libre arbitre de ses actes. N'est-ce pas? Alors, là encore un exemple, n'est-ce pas? Un exemple, disons, depuis la psychiatrie, la psy, disons, non? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand dans la nosographie psychiatrique, on détermine un pervers, par exemple, non? Eh bien, un pervers est celui que tout à coup, par surdétermination, désire l'objet de désir qu'il ne doit pas. Alors, que ce soit un enfant, que ce soit un cadavre, que ce soit un animal, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà. Alors, tu désires quelque chose que... Alors, il y a toute une bibliographie, toutes des études sur... c'est-à-dire l'étiologie du désir pervers, le traitement du désir pervers, n'est-ce pas? Et alors, c'est parce qu'on a des pervers que nous, on peut croire, là je me mets vite fait du côté des normaux, hein, que nous pouvons croire que mon choix d'objet est un choix de liberté. Vous comprenez? Alors, c'est ça qui est la manip. Vous comprenez la manip, et vous verrez par rapport à la hypermodernité les rapports, n'est-ce pas, avec ça. Mais la manip consiste à bien identifier les pervers. Or, nous pouvons dire d'une façon un tout petit peu comme ça, rapide, hein, que nos choix d'objets de désir, grosso modo, c'est une loterie, non? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un vers 11-12 ans qui, tu vois, tu es une fille, tu as 12 ans, et tu te mets à regarder les garçons. Waouh! Tu es sauvé, parce que tu vas avoir la vie tranquille, personne ne va t'emmerder, tu vois. Tu es un garçon, tu as 12-13 ans, et tu commences, oh! Tu regardes les filles. Ah! Sauvé, tu vois, celui-là, il a au moins 50% de son énergie, des pensées, d'angoisse libérée, parce que, voilà, il n'aura pas à justifier son choix parce que son choix est libre. Vous comprenez, il n'y a pas de cause à son choix. C'est causa sui.
Et par contre, il y avait une pièce de théâtre américaine, mais je l'avais à Buenos Aires, qui s'appelait La Chèvre, non? Parle de ça, le mec il parle de ça, tu vois, c'est quelqu'un qui tombe amoureux de chèvre, non? Et effectivement, de quoi il est en train de parler le mec? Le mec il dit, bon, mais voilà, tu vois, c'est-à-dire, la vérité, c'est que si on met, pour dire comme ça, 12 ans, 13 ans, je sais pas, tu vois, à un moment donné, tu as des nouvelles de toi-même. Ces nouvelles sont des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que tu vas vivre tranquille, tu vois. Si tes tropismes choisissent comme objet de désir quelque chose qui va de côté de la norme, non? Alors tu dis, bon, ta vie, ça va. Si tout d'un coup, au moment que tes copains, tu vois, regarde, ils font des poils autour du sexe, et ils sont contents, ils parlent des filles. Si ces jours-là, tu vois par la fenêtre, tu vois passer une chèvre, et tu as une érection, tu es mal barré. Mais ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, d'une façon très spinoziste, eh bien, c'est lui qui par hasard a, entre guillemets, plein de guillemets, les bons choix d'objets, bons choix par rapport à la norme, non, soyons clairs, c'est lui qui a les bons choix d'objets et aussi surdéterminé que c'est lui qui a un choix d'objets plus compliqué, voire criminel, voire abusif, tout, n'est-ce pas? Vous comprenez? Et alors, c'est important ça parce qu'il y a quelque chose qui se joue autour de cette liberté qui dans la hypermodernité, postmodernité, devient sa caricature, la caricature d'elle-même. Hein. Si pendant la modernité, le mot liberté était lié à émancipation, à justice, à dignité, n'est-ce pas? Il y a aujourd'hui une sorte de séparation, mais pas aberrante, parce que voilà, c'est-à-dire la liberté, après tout, voulait dire ça, voulait dire, c'était toujours compris comme éliminer les contraintes, pas par Spinoza, bien entendu, mais éliminer les contraintes. Et alors, on dit, aujourd'hui, cette liberté est celle qui fait que Milei, par exemple, à chaque fois qu'il finit un discours, en gueulant, en vomissant, en plein d'insultes, il dit « Viva la libertà, carajo ». Ça veut dire « Vive la liberté », je sais pas, carajo, merde, disons, « Viva la libertà, carajo », non? Et nous on dit c'est le moment de lui laisser la liberté. C'est le moment de dire oui, ça c'est de ton côté. Garde-toi la liberté parce que notre problème aujourd'hui, c'est plutôt chercher et réactiver les liens qui nous composent. Vous comprenez? C'est-à-dire que notre question c'est de voir comment une fois qu'on n'ignore plus nos chaînes, on comprend que nos chaînes sont des liens, les liens qui nous composent. Alors, là... justement, sur la question que je posais, c'était... le chaos essuie, c'était... Tu disais qu'il fallait essayer de trouver d'autres chaos essuie, d'autres figures de l'agir aussi, c'était dans un de vos livres. Et qui puisse être cause et maître de lui-même. Mais en même temps, quand tu présentes la liberté comme quelque chose qui au contraire va briser les liens qu'on a avec le passé, avec les choses, comment tu peux, comme je disais, créer un casus essuie mais qui soit de lien et pas de séparation? Non, d'accord. Alors non, là il y a une confusion. Là on n'a pas été clair. Non. D'abord, la liberté dans la modernité, déjà, est identifiée avec domination. Dominer tes instants, dominer l'autre, tu vois. La liberté était consubstantielle de l'idée de domination. Autodomination, domination. Et causa sui n'est pas des côtés des processus, est un récit mythiquement et idéologiquement nécessaire. Dans la modernité, il faut, dans les mythes de la modernité, les mythes sont des récits qui s'autoproduisent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, même s'il y en a qui les racontent comme ci, comme ça, c'est des mythes qui, comme disait Lévi-Strauss, décrivent, expliquent et justifient la réalité. Donc, les mythes font partie de la réalité, mais ce n'est pas les processus, c'est les récits. Alors, la causa sui fait partie du récit. Tu vois, la causa sui est toujours partie du récit.
Quand nous, avec Bastien, on écrit les nouvelles figures de l'agir, on ne cherche pas les nouvelles figures causa sui. Parce que pour nous, rien n'est causa sui, sauf la situation elle-même en train de se autoproduire. Tu vois? C'est-à-dire, c'est la autoproduction du monde. Tu vois, Spinoza dirait la substance. C'est chose qui causa sui et la substance. Bon, oui. Non, j'essaie de... C'est-à-dire que, bon, alors je vais venir un tout petit peu là, avec Wittgenstein, je vais t'expliquer un tout petit peu ça. Dans tous les cas, on a besoin de passer de qui est causa sui dans une théocratie, pour dire comme ça. Hein? Bah, causa sui, c'est les dieux, les forces de la nature, parce qu'elles agissent avec une liberté. Aucune autre culture va mettre au cœur, mais aucune, va mettre au cœur, au centre de leur mythe dans le sens vraiment lourd, matériel, non? Aucun va mettre comme axe central la liberté de l'homme, la liberté de l'homme, non? Ils vont mettre la justice, la raison, la solidarité, la patrie, ce que tu veux, tu vois, mais il n'y a pas, tu vois, la liberté, tu vois, c'est-à-dire c'est clair et net, même chez Sophocle, tu vois, c'est-à-dire dans la Grèce classique, si tu veux, qu'est-ce qu'il a fait Édipe? Bah, Édipe, il a essayé d'enjamber la détermination. Et qu'est-ce que dit le mythe d'Édipe, le vrai mythe d'Édipe, n'est-ce pas? Bah, le mythe d'Édipe, il dit, si tu essayes d'enjamber la surdétermination que tu fondes, elle va te revenir sur la gueule comme fatalité. Tu vois, c'est-à-dire que c'est même dans la Bible encore, tu vois, que c'est quand même très récent, tu vois, par rapport à l'histoire de l'humanité, tu vois. Et ben, dans la Bible, le mythe de Babel, sinon Icare, quel que soit, tu vois, c'est-à-dire, soit on ne parle pas de ça, soit on parle. À chaque fois qu'on parle de ça, c'est pour ratifier le fait que vouloir casser les chaînes et vouloir disputer aux forces supérieures, tu vois, les causa sui, te retombe sur la tête. Tu vois, c'est un péché. Alors, les causa sui est un élément fondamental pour dire dans les mythes, mais non pas dans les processus, c'est-à-dire dans les récits, non pas dans les processus. Dans les mythes, explique, décrit et justifie l'autonomie. C'est pour ça que Kush va dire l'indio, il a peur des dieux, c'est-à-dire les forces de la nature. Pourquoi? Parce qu'il ne maîtrise pas ça. Tu vois? L'homme moderne de la ville va dire lui, il n'a peur que de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme va passer à être causa sui. Tu vois? C'est là où il y a ces déplacements, dans les récits. Et les récits accompagnent les modes d'autoproduction du monde, mais ce n'est pas la réalité de l'autoproduction. C'est une dimension langagière qui nous constitue. Bon. Alors, effectivement, quand on dit parmi les changements, parmi les grands changements que nous sommes en train de vivre, eh bien, parmi les grands changements, ce qui se passe est plus ou moins. Et c'est ça qui a cet esprit du temps, comme dirait Hegel, non? Je ne sais pas, Jung dirait inconscient collectif, bon, peu importe, tu vois. Mais cette chose qui nous fonde, non? C'est que tout le monde est en train d'expérimenter la perte du rôle causa sui de l'humain. Tu vois? À la faveur de qui? De la machine. Mais tout le monde est en train de vivre ça. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pour ça que là, l'autre jour, avec mon pote Francisco, quand j'ai dit, bon, mais attention, parce que là, effectivement, c'est un fait majeur. Les gens sont en train de se demander qu'est-ce que j'ai que la machine n'a pas. Quand ils se demandent ça, ça y est, tu vois, le déplacement de la causa sui est passé à la machine. Tu vois? C'est-à-dire, il y a que, mais dans les récits. Ah, dans les récits, oui, mais les récits, ça ne veut pas dire de la fumée. Hein. Les récits, ça veut dire que ça accompagne un processus d'autoproduction du monde, ou des processus d'autoproduction bien matériel et réel, qui est la délégation des fonctions. Tu vois? Alors,
voilà, la confusion, là, c'est à ce niveau-là, tu comprends? La confusion, c'est que nous ne cherchons pas, avec Bastien, quand on s'est dit les nouvelles figures de l'agir, on ne cherchait pas qui pourrait occuper la place des causa sui. Pour deux raisons. Premièrement, parce que tu as mal lu. Il y a un mauvais point là. Alors, si, j'ai lu, mais j'ai mal lu. Tu as mal lu. C'est pire. Oh, il y avait des disclaimers partout. Non, et alors je veux dire qu'avec Bastien, on s'est dit attention, les nouvelles figures de l'agir. On parle d'un agir déjà intrasituationnel qui sont déjà là. Tu vois, quand on dit la centralité des dispositifs hommes, on a déjà beaucoup dit que l'homme, c'est pas les humains, l'homme, c'est un dispositif. Bon, très bien. Quand la centralité des dispositifs humains disparaît, et tout à coup, on doit prendre en compte d'autres vecteurs, les animaux, les fleuves, je vais voir. Alors on dit, mais on est en train déjà de nous rendre compte qu'il y a une distribution de la fonction monopolique de l'homme. Tu vois? Mais on n'est pas en train de dire où est le nouveau causa sui, parce qu'un mythe, d'abord parce qu'on ne cherche pas la causa sui, et seulement parce qu'un mythe, c'est quelque chose qui se produit dans l'autoproduction à partir des processus. Tu vois? Et le problème, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a... Les processus sont bien concrets. Les processus sont bien concrets. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux types de processus en dispute, pour dire grosso modo. Il y a la délégation massive vers ce nouveau animisme dans lequel la machine fonctionne, et nous, tu vois, c'est même, il y a un côté qui est, mais un peu caricatural, tu vois, c'est-à-dire l'homme dans le monothéisme est fait à image et semblance de Dieu, tu vois, il doit imiter Dieu, et c'est quand même rigolo, parce qu'aujourd'hui il y a toute une esthétique et toute une explication cybernétique de l'homme. C'est-à-dire que l'homme doit faire comme la machine, tu comprends? C'est-à-dire que c'est là où tu vois comment il y a des déplacements terribles, tu vois. Alors, la question c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui, mais bon ça je l'ai dit, mais je vais revenir tout à l'heure, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire tout à coup, machine arrière, tout en arrière, on va récupérer l'homme. C'est ça que je disais là, l'autre jour là au Vatican, quand je disais, attention, on ne peut pas opposer à ces processus des colonisations. Vous savez bien que nous, donc c'est pas pareil l'hybridation que la colonisation, n'est-ce pas? L'hybridation, c'est comment on va faire avec les machines pour que l'organicité de la vie ne disparaisse pas. Autre chose, c'est la colonisation. Alors, quand je dis, écoutez, on ne peut pas opposer l'âme à la colonisation, c'est pas suffisant. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas opposer l'homme non plus. Non? Et il faut trouver une contradiction, une bifurcation à l'auteur de la problématique actuelle, n'est-ce pas? Alors, non, ce que je voulais dire, c'est par rapport à expliquer la question des causa sui, un tout petit peu la question de la liberté, non? Un tout petit peu expliquer ce que Wittgenstein, lui, c'est pas dans les Tractatus, c'est dans les carnets philosophiques. Ouais, dans les carnets philosophiques. Il donne un exemple très très clair. Vous savez, Wittgenstein, la philosophie analytique a comme objectif éliminer tout ce que soit métaphysique, tout ce que voilà, évoque un au-delà non comprobable. Et alors donc il va donner un exemple très simple, il va dire, quand je lève mon bras, c'est pas que je veux lever mon bras et je l'élève. Il dit, vouloir et faire, c'est la même chose. Vous vous rendez compte que c'est absolument subversif par rapport à la modernité cartésienne. Non? Vouloir et faire, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que pour la modernité, il faut quand même qu'il y ait un sujet qui s'extrait du faire, qui veut, il y a un sujet de la volonté, il y a un sujet du faire. Et alors, non, vouloir et faire, c'est la même chose. Vous comprenez là, les gestes anti-métaphysiques et dans le fait qu'il va mettre au-delà de la barrière de l'existence le tout. Vous comprenez? Il n'y a rien qui précède. C'est quelque part un manifeste anti-Dieu. Non? Pourquoi? Parce que Dieu le veut et ça se réalise.
Vous comprenez? C'est un profond matérialisme. Il va dire, vouloir et faire, c'est la même chose. Il n'y a pas vouloir ou faire. Alors, regardez, je vais lever mon bras, alors, où je vois mon vouloir? Comment je vois mon vouloir? Je le vois dans mon faire. Puisque j'ai levé mon bras, évidemment, visiblement, je l'ai voulu. Pas plus haut. Hein. Non, pas plus haut. Alors, puisque j'ai voulu puisque j'ai levé mon bras, c'est la preuve que j'ai le voulu. Alors, oui, Wittgenstein va dire, bon d'accord, mais imaginons que dans mon geste faire vouloir, il y a une cause extérieure qui m'empêche de lever les bras. Alors, il dit, là, il y a quelque chose, va dire Wittgenstein, qui s'approxime un peu, s'approche un tout petit peu d'un vouloir qui ne peut pas se réaliser. Mais, à vrai dire, on reste dans la même histoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire parce que la force qui va faire les bras pour s'élever va maintenir l'identité vouloir faire. Par contre, là où nous pouvons trouver un intérêt de notre côté, c'est que souvent nous avons parlé avec Bastien dans nos bouquins, avec Théo aussi, ouais, on parle beaucoup, on récupère beaucoup, on trouve très intéressant cette distinction qui fait Leibniz entre possible et compossible. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses qui sont possibles, mais le compossible, ça veut dire ce qui est faisable, non? C'est comme c'est-à-dire, les possibles, c'est ce qu'on pourrait faire, et les compossibles, c'est les faisables. Donc c'est un sous-ensemble de l'ensemble des possibles. Alors, toujours c'est un problème parce que, même je me souviens qu'on avait beaucoup discuté ici par rapport où sont les possibles, parce qu'effectivement il y avait une fille qui ne vient plus au séminaire, mais qui avait dit, mais alors, c'est quoi les possibles qui n'adviennent pas à l'existence? Alors, elle avait une vision génétique de la chose, n'est-ce pas? Voilà, non, à vrai dire, ce qu'il va dire Leibniz, c'est que parmi tous les possibles, il y a seulement une partie qui passe à l'existence. Et là, ça nous pose un problème. Vous comprenez? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire passer à l'existence? Où sont avant? Vous comprenez? Et là, c'est le côté métaphysique. Vous comprenez? Il y a un au-delà de l'existence. Par contre, dans l'exemple de Wittgenstein, il y a une autre interprétation possible et très utile, à mon avis, non? Très opérative, non? Qui est l'idée de dire, quand je vais lever mon bras et il y a une force qui me l'empêche, là oui, je peux faire une distinction existentielle, c'est-à-dire non pas métaphysique, entre les possibles et ceux qui sont réalisables ou pas, mais par rapport à, vous comprenez, ce qui va empêcher. Vous comprenez? C'est-à-dire que du coup, oui, on peut dire, je ne sais pas, c'est possible voilà, de se révolter pour demander les papiers pour les migrants. C'est possible. Tu dis, oui, mais ça ne se fait pas. Tu dis, ah, alors ça ne se fait pas. Alors là, tu te dis deux choses. Ça ne se fait pas parce que nous sommes dans le cadre d'une idée métaphysique, non, de comment le monde devrait être. Et alors là, effectivement, tout ce qui existe est infiniment plus puissant de ce qui n'existe pas. C'est le communisme de Badiou, de Zizek, je ne sais rien, non, c'est-à-dire le communisme. Pourquoi le communisme ne se fait pas? Eh bien, parce que tout ce qui existe est infiniment plus puissant que ce qui n'existe pas. Et alors là, ces possibles-là sont des possibles métaphysiques. Par contre, on dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas régulariser les sans-papiers? Alors on dit, eh bien, ça c'est impossible, qui n'est pas compossible, non par métaphysique, mais par répression. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une différence énorme entre que quelque chose ne soit réalisable, mais ce qu'on veut réaliser, c'est métaphysique, n'est-ce pas? Ou que quelque chose ne soit pas réalisable par une répression intrasituationnelle. Vous comprenez? Parce que là, on est dans le monde réellement existant. C'est pas pareil. Il y a quelques temps, moi je me suis dit, bon, moi j'aime beaucoup
apprécié l'amitié avec Badiou, c'est un homme très sympathique, ça rend des gens, mais je me dis, mais bon, je suis d'accord avec rien, alors bon, voilà. Et j'ai vu qu'il faisait une conférence il y a 10 mois, un truc comme ça, sur l'actualité du communisme. Je me dis, ah, ben, et alors, donc, bon, j'ai regardé la conférence, non? Et, comme vous, par différé. Et alors, donc, et je le vois, il me dit, voilà, il montre qu'on s'était trompé dans les modes de prendre le pouvoir en Union soviétique, mais que le pouvoir on pouvait le prendre comme ça. Il continue à revendiquer la grande révolution culturelle chinoise parce que ça pouvait conduire au communisme, vous voyez. À un moment donné, il veut revendiquer Lénine et la langue fourche, et il revendique Staline comme on l'a toujours fait. Et alors je me dis, deux choses, je me dis. Une, la plus importante, je dirais, de quoi il parle cet homme, de quoi on parle quand face au désastre du monde, on évoque le communisme. Ben, il est en train de parler de quelque chose de tout à fait métaphysique, c'est-à-dire tout à fait infiniment plus faible que ce qui existe, n'est-ce pas? Et alors on dit, bon, effectivement, une chose c'est de dire, si les étrangers indocumentés ne sont pas accueillis en France, c'est par une bagarre, comme les bras qui empêchaient de s'élever, vous comprenez? C'est pour une bagarre intrasituationnelle dans les forces en présence existantes et par rapport à l'époque actuelle, dans laquelle il y aura des migrants climatiques, dans lesquels... Donc là, on est dans quelque chose que ce n'est pas un possible métaphysique, vous comprenez? Et je pense que ça, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose de très important, c'est une piste un peu parallèle par rapport à ce que je suis en train de développer aujourd'hui, mais c'est une piste importante par rapport, c'est parallèle parce qu'on est parti là des causa sui, n'est-ce pas? La causa sui, ça serait, je veux lever mon bras, n'est-ce pas? Et alors, après, je lève mon bras. Vous savez que même c'est cette expérience qui a 30 ans de neurophysiologie dans laquelle on s'aperçoit avec quelques capteurs que les gestes de lever le bras commencent quelques millisecondes avant que la conscience de vouloir lever le bras. C'est-à-dire qu'au début était le mouvement. Mais bon, disons que parallèlement, ça me semble intéressant, non, de voir comment l'idéologue, comme ça, l'idéologue, celui qui veut fabriquer la machine à faire le bonheur, comme dirait Pessoa, eh bien, se pose comme causa sui, vous comprenez? Il veut. Et vous comprenez? Vouloir. C'est vouloir-là, et à proprement parler, l'idée inadéquate de Spinoza. Hein? C'est à proprement parler l'idée inadéquate qui nous fait pâtir et qui nous met dans l'impuissance. Mais c'est l'idée quand même archi-moderne de l'avant-garde, de la politique sous condition de la conscience, vous voyez. Par contre, effectivement, la lutte, c'est autre chose. Alors, un petit détail encore, mais que ce n'est pas... C'est un thème compliqué, c'est un thème compliqué, c'est un thème complexe et qu'il faut essayer de prendre le temps. Mais je peux juste, si tu peux décliner dans les prochains mots, le rapport entre l'algorithme comme forme de pouvoir, justement répressif, comme une sorte de peut-être délégation de causa sui à un dieu, etc. Parce oui. que dans la praxis qu'on a, même pas que d'aujourd'hui, il y a quelques temps, et ça que l'algorithme arrive comme inamovible, non? C'est la DPE, ben c'est un algorithme. L'algorithme a tort, et bien, est l'algorithme. D'accord, mais il y a une loi qui l'a appliquée. Et une manière de déguiser le pouvoir répressif qui glisse vers quelque chose qui devient métaphysique, mais pour embrouiller les esprits. Que c'est une autre forme, à vrai dire, c'est une autre forme de pouvoir. Tu vois, c'est-à-dire que dans le changement, il y a un déplacement. C'est-à-dire que la délégation des fonctions, tu vois, la délégation à la calculette, tu vois, tu délègues à la calculette au GPS, ben, il faut la comprendre comme une délégation massive dans laquelle, effectivement, ce qui va apparaître comme le moteur est le moteur algorithmique. C'est pour ça que... Mais c'est en répression. C'est une répression qui se déguise. Ben, c'est une répression dans le sens auquel
l'algorithme en soi n'est pas une répression de rien. Non, L'algorithme... mais derrière se cache la répression, dans le sens que tu ne peux plus discuter avec un algorithme. Non. Comme tu ne peux pas discuter avec une application. Si, mais la question c'est... la répression arrive par le mode colonisant d'utilisation de l'algorithme, Forcément. pas par le mode hybridant. Tu vois, c'est-à-dire, moi, à différence de mes amis de pièces et main-d'œuvre et autres comme ça, des gens très très sérieux qui effectivement critiquent la colonisation technologique. L'hybridation reste encore quelque chose de contextuel et de plutôt dialogique et libre. Le problème est que la force de cette hybridation, prise par une manière de concevoir le rapport de pouvoir, donc le rapport hiérarchique, le rapport même de gestion de la responsabilité, passe vers quelque chose qui plus facilement contrôle. Tout à fait. Tout à fait. Tu es kafkienne dans une situation avec un algorithme, parce que je dis, mais l'algorithme dit que l'ADP doit faire tout ça pour avoir 400 euros. Si, tout à fait, mais ça va un peu plus loin que ce que tu dis, parce que justement, la centralité mythique, pour dire comme ça, déjà, de l'algorithme, est arrivée à construire presque complètement son mythe, qui est l'homme, le cerveau humain, tu vois, Changeux, Jean-Pierre Changeux, bon, tout mon respect professeur, mais Jean-Pierre Changeux serait comme un prophète, tu vois, un prophète de cette mythe qui va s'imposer comme récit des processus réels, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que quand tu le dis, on est en condition d'abolir la frontière entre le mental et le neural, et le neural fonctionne comme un algorithme. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il dit tout est algorithmique, quand il dit les cerveaux fonctionnent comme une machine à état discret, c'est-à-dire on a déjà, espérons qu'il n'est pas tout à fait complet, espérons qu'il y ait des failles possibles, mais on a déjà cette entité centrale à l'image de laquelle nous sommes construits. Tu comprends? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement que face à l'exactitude calculante de l'algorithme, tu dois la fermer. Non, c'est face au savoir omniscient. Alors, qu'est-ce qui réprime le savoir omniscient de l'algorithme? Ce qui réprime, et c'est là où moi je disais la dernière fois, contrairement aux dictatures, le monde de l'algorithme triomphant est un monde non viable, non? Parce que ce qui réprime, c'est les corps, la vie et les processus contradictoires, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout ce qui échappe, n'est-ce pas? Mais oui, effectivement, je pense qu'on a tout à fait intérêt à comprendre que ces changements, ces déplacements de la figure de l'homme comme dispositif à la figure de l'algorithme, pas seulement c'est déjà opéré dans la délégation massive des fonctions, mais aussi aujourd'hui nous vivons dans les mythes dominants et l'algorithme créa l'homme à son image, vous comprenez? C'est-à-dire, alors, effectivement, bon, alors là, oui, pardon. Juste une chose, parce que c'est vrai qu'on n'emploie pas, nous, les termes répression, voilà, parce que justement, l'algorithme s'oppose à rien. Enfin, le monde algorithmique ne s'oppose à rien, précisément parce que pour lui, il n'y a pas d'altérité. Effectivement, ce n'est pas la carte qui prétend contrôler le territoire, c'est quasiment la carte qui nie même le territoire. Annule complètement l'idée d'un sujet. Voilà. C'est l'absence de reconnaissance de toute forme d'altérité. Et c'est vrai que l'algorithme a cette capacité, comme le disait Miguel, c'est une colonisation par l'intérieur. C'est pas une colonisation qui vient se mettre en face d'eux, c'est une sorte de dislocation par l'intérieur. Donc effectivement, ces effets de formatage. C'est pour ça que c'est sans doute vrai quand tu dis oui, répression, contrôle, mais c'est pas suffisant, je pense, pour décrire les processus. Oui, je n'avais pas d'autres des mots. Ouais. Non, mais c'est une aliénation. Non, mais si aliénation, ça serait peut-être plus... mais non, la question, c'est vrai que c'est important de voir comment il ne s'agit pas de répression dans le sens classique. Parce que la répression, toujours, détermine un extérieur identifiable, celui qui te réprime. En tant que nous voyons bien que la colonisation algorithmique est absolument désirée par tout le monde. C'est-à-dire les gens sont fascinés. Fascinés par l'algorithme quand même.
Ben, je veux bien croire que toi, Alessandra, Peut-être juste une minorité, mais il y en a des minorités, on est des millions. il y a des minorités et très heureusement, depuis très peu de temps, depuis 4-5 ans maximum, on voit émerger sous des formes différentes sortir de la fascination pour questionner la chose. Alors ça s'est fait parce qu'il y a plein de collectifs en France, en Argentine, en Italie, il y a plein de collectifs aujourd'hui qui questionnent l'écran à l'école, la délégation des fonctions qui questionnent, ou par exemple de façon dictatoriale quand les partis communistes chinois interdit les machines digitales pour les mômes jusqu'à 13 ans, je ne sais pas jusqu'à quel âge, et en plus c'est moque des Occidentaux en disant d'ici à quelques années vous aurez vos jeunes avec les cerveaux atrophiés, ils les disent clairement. Donc si, c'est vrai qu'ils commencent à avoir un rapport peut-être là oui de répression, ils commencent à avoir une idée de répression, chose qui serait absolument fantastique, parce que ça voudrait dire qu'on commence à trouver cette altérité. Mais quand je dois lutter contre l'algorithme, je le sens au sens non d'une aliénation, de répression. Au point que je deviens agressif avec mon interlocuteur, lequel il commence tout de suite à dire « mais c'est l'algorithme, c'est pas moi ». Si, je comprends. Et alors il va réagir de ça pour dire que ces choses sont déjà démarrées il y a 30 ans, peut-être 20, quand on a commencé les premiers ordinateurs à l'aéroport. Alors ce n'était pas l'algorithme, c'était l'ordinateur. L'ordinateur dit. Non. Bien sûr, mais c'est là où, si tu veux, où la banalité du mal est devenue comme une sorte de très banal. Il est très banal, la banalité du mal, parce que c'est l'effacement absolu de toute responsabilité en disant c'est l'algorithme. Sauf que c'est un tel niveau de colonisation, de conquête, tu vois, que bon, aujourd'hui pour aujourd'hui, trouver cette altérité, il faut encore ni l'âme ni l'homme, tu vois, parce que la question c'est ça, c'est-à-dire cette altérité, quelle forme elle peut prendre, ni l'âme ni l'homme, tu vois, c'est bon, cette organicité d'écosystème, bon, ça on verra bien qu'est-ce que nous pensons de ce côté-là pour proposer, mais en tous les cas, c'est sûr que ça peut être ni l'âme ni l'homme parce que ce sont deux dispositifs finis, quoi, épuisés. Hein. Alors, juste, je voulais dire, parce qu'il y avait, c'est compliqué, alors il y a beaucoup de points, mais on va reprendre la prochaine fois, mais effectivement, dans ces moments de changement, je disais au début, dans ces moments de grands changements, tout est remanié. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de l'amour, mais après de l'individu, de la causa sui, etc. Tout est remanié. Dans ce remaniement, il y a ce qu'on dit, cette centralité du fonctionnement par rapport à l'existé, n'est-ce pas, qui est facilité aussi par beaucoup de choses, parce qu'effectivement, face aux menaces tous azimuts du monde, les fonctionnements apparaissent comme les bouées de sauvetage. Je vous rappelle que si cette année nous développons ce qu'on appelle la théorie de la situation, c'est parce que de notre point de vue, ce que nous développons petit à petit comme situation, la prochaine fois, alors on fera, d'emblée on va donner quelques éléments de la définition concrètement de la situation, aujourd'hui on n'a pas le temps, mais c'est parce que pour nous, une théorie de la situation qui n'a rien à voir avec le situationnisme français, n'est-ce pas? Une théorie de la situation, c'est pour nous retrouver une terre ferme, que ce ne soit pas ni un remake de l'universel abstrait, ni la dispersion individualiste, ou pire encore, la dispersion qui disloque les corps. Alors, la situation pour nous, c'est ça. Mais bon, avant de revenir à la situation, qu'on va essayer de commencer par la définir la prochaine fois. On va commencer là. Hein? La précédente fois, on avait déjà donné une définition. On avait déjà donné une pré-définition. Et je voulais quand même dire, parce qu'un des éléments du changement fondamental, et que nous répétons, et que c'est comme ces choses-là, qu'on répète, mais qu'à un moment donné, il faut s'arrêter un tout petit peu pour dire que ça pose un problème, non? Il y a la question de, on dit hybridation oui, colonisation non. Ok, d'accord. Ça veut dire quoi, concrètement? Colonisation, on se fait une idée. Colonisation, ça veut dire effectivement cet triomphe
de la position pratique et théorique de que tout est algorithmique et que donc, effectivement, bon, c'est ce qu'on a vu quand j'ai développé un tout petit peu les travaux d'Angélique, surtout sur la pédagogie des compétences, hein, c'est-à-dire dans le fait de que l'élève doit s'adapter à une réalité qui existe, non? Il doit s'adapter à une réalité qui existe et que donc l'élève doit être un ex, un lien entre machines, etc. etc. Donc, on voit bien comment, effectivement, ces changements s'opèrent dans le sens de coloniser. Hein, quand, effectivement, tout le monde est dans l'interface digitale avec sa réalité, comment ça déterritorialise. Des côtés colonisation, on le voit bien. Mais on s'est rendu compte, et on discutait entre nous, que nous, on était comme un juge d'instruction qui aurait instruit trop à charge et pas assez en décharge. Non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous disons hybridation, et hybridation, ça veut dire quand même un mode organique de composition des rapports avec le monde algorithmique. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire comment on va sauver les vivants et l'homme et la culture de l'algorithme. Vous comprenez? C'est-à-dire hybridation, ça veut dire composer des rapports avec la haute technologie. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Parce que si on pense vraiment à l'hybridation, que c'est vraiment ce côté, pour nous, un déficit de pensée de notre part, hein, quand on pense à l'hybridation, nous devons nous rendre compte que, par exemple, une fois encore, par rapport à l'éducation, avec les groupes du collectif qu'on a sur l'éducation, que j'ai avec des Argentins, Brésiliens, Italiens, qui parlent sur la question de l'éducation, on s'est rendu compte que la critique à la pédagogie néolibérale et technologique des compétences, la construction de ces élèves profils dans lesquels on n'enseigne plus des disciplines, parce qu'enseigner des disciplines, c'est une perte de temps. Ce qu'il faut, c'est enseigner l'élève, ce qui doit être un opérateur d'information. Mais alors vous imaginez un opérateur d'information qui tout à coup s'intéresse beaucoup à l'histoire, ou à la botanique, ou à la guitare. C'est une gêne, vous comprenez? C'est-à-dire que enseigner une discipline, inviter au désir d'une pratique à l'élève, c'est l'handicapé, d'après la théorie des compétences. Vous comprenez pourquoi? Parce que l'élève, il doit apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre ce qu'il a appris pour apprendre autre chose. C'est-à-dire que c'est l'idée, pour continuer le parallèle aujourd'hui dominant de Harvard avec les cerveaux, non? Le matériel. Les matériels, et le logiciel. Les logiciels avec les cerveaux. Imaginez-vous la pédagogie des disciplines, la pédagogie classique. Ça serait comme si tout à coup votre ordinateur, non, votre disque dur, avait des préférences. Alors, quand vous programmez quelque chose de botanique, alors là, il va à fond, tu vois, c'est vrai. Quand vous lui enseignez quelque chose de physique, il n'enregistrerait pas tout. Ouais. Vous dites, c'est une merde. Bon, voilà. Quand un élève aime beaucoup une discipline et l'autre pas, vous dites, c'est une merde. Pourquoi? Parce que cet élève-là, l'élève du monde hypermoderne, l'élève qui doit devenir un profil, c'est l'élève qui doit être capable d'aujourd'hui être ici, demain là-bas, mais toujours avec la même fluidité, qui n'imprime rien. Vous comprenez? Et ça, dans les groupes des collectifs éducation, pourtant on est tous là, derrière Angélique, avec la pédagogie et compétences, etc. Mais c'est une surprise quand on se rend compte de ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire, merde, je vous dérange. Non, je rigole parce que c'est vrai que peut-être que le monde de l'éducation a découvert un peu tard ce qui était déjà une réalité depuis très longtemps dans le monde du management et de la gestion des salariés de l'entreprise. Et des malins. Voilà. Ils viennent de l'entreprise. Nous, tu vois, on est des profs. Non, mais ce qui est, c'est qu'il y a une analogie aujourd'hui quasi parfaite, c'était pas le cas avant, quasi parfaite entre ce qu'on demande à un élève et ce qu'on demande aujourd'hui à un salarié ou un indépendant, peu importe, on dit salarié parce qu'en France c'est quand même un des modes dominants. Voilà, mais c'est-à-dire la capacité à passer d'un projet à un autre,
la capacité effectivement à se défaire très rapidement de compétences pour en acquérir d'autres. C'est les fameux, encore une fois, savoir-être, etc. Mais aujourd'hui, vous jugez un salarié sur la base de sa capacité à passer d'un projet à un autre, et non pas spécifiquement dans comment ce projet a modifié sa façon d'appréhender son travail, etc. C'est ça la colonisation. Il y a une analogie parfaite entre les compétences qu'on demande à des élèves et les compétences qu'on attend lorsqu'on évalue un salarié. Et les entretiens annuels chez moi démarrent demain. Voilà. Bon courage. Non, mais effectivement, c'est-à-dire, non, parce qu'on dit, mais la colonisation, c'est ça la colonisation. La colonisation, c'est qu'on est déjà à niveau mondial en train d'accepter ça. Vous comprenez? De dire, si mon petit s'accroche trop à la botanique, qu'est-ce qu'on a foutu de la botanique? Il faut qu'il puisse demain faire quoi? Connaître autre chose? Non. Savoir faire circuler l'information qui est dans les machines, savoir la faire circuler de façon utile à ces moments-là. Vous comprenez? Bon, alors donc, dans les groupes d'éducation, effectivement, on disait, attention, parce que quand on regarde les mondes de la haute technologie, etc., de la colonisation digitale, on pourrait avoir la tentation de les regarder, comme on dit, avec un rétroviseur. Or, l'homme illustré, pour le nommer comme ça, vous savez, l'élève qui devait devenir un homme illustré de la modernité, qui connaît cette humanité, qui connaît la littérature, qui connaît un peu la science. Donc, c'est lui qui est un certain mode de territorialisation. Celui-là, il a existé. Vous voyez, il a existé. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas juste continuer à pleurer parce que les vieux médecins humanistes qui s'intéressaient à la philosophie et je ne sais pas quoi, a laissé la place aux technocrates absolus. Vous voyez, nous devons se dire, bon, mais ni l'un ni l'autre. Non. Et c'est là où on a peu assimiler l'idée de que l'humain dans cette hybridation ne sera pas les mêmes humains que nous connaissons. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces changements sur lesquels moi j'ai travaillé il y a 20 ans par rapport au cerveau, quand j'ai travaillé ça, sincèrement je l'ai travaillé dans le sens de mais regardez, on est en train de changer anatomiquement et physiologiquement le cerveau. C'est-à-dire que la colonisation change l'humain. Voilà, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, je dois me dire, attention, parce que, et oui, l'hybridation, ça ne veut pas dire que le cerveau, le corps, la culture, vous voyez, va rester le même, mais, vous comprenez, l'hybridation, ça ne veut pas dire une cohabitation sympathique asexuée, vous voyez. Une hybridation, ça veut dire des changements des natures de la nouvelle entité, de la nouvelle unité. Et là, c'est quand même compliqué. Parce que là, je suis en train de faire blabla. Mais quand on ne fait pas blabla, qu'est-ce qu'on dit, par exemple? Peut-être que les OGM, vous voyez, nous, on est tous OGM, caca. Très bien, OGM, caca. Mais on se dit, on ne peut pas dire tout à coup un non à toute la technologie, par exemple, pour nommer quelque chose de vraiment que pour nous, dans notre culture de gauchistes, est caca. Non? Je ne pense pas que nous, on puisse penser une hybridation qui prenne comme principe, vous voyez, c'est-à-dire vous allez vous hybrider et vous dites, mais comme principe, pas d'OGM, pas de textes faits par intelligence artificielle, pas de délégation de fonctions, vous comprenez? On ne peut pas, vous comprenez? On ne peut pas décider. Alors, il y a quelque chose qui est les prix de l'hybridation. Quel sera le prix de l'hybridation? Voilà. Et que ces prix-là ne soient pas destructeurs. Vous voyez? Mais pour nous, la chose se joue comme ça. C'est pour ça que je sais avant, on a trop instruit à charge, non, contre la colonisation algorithmique. Mais notre problème, c'est dans cette métamorphose qu'est en train de subir le vivant. Le vivant.
plutôt que d'être dans une revendication d'une altérité par extériorité, il faut plutôt être bien concentré de comment toute altérité est à penser comme l'altérité dans une unité. Vous comprenez? C'est-à-dire comme A n'est pas égal à A. C'est-à-dire qu'une altérité par extériorité, ça serait A n'est pas égal à B. Vous voyez? C'est-à-dire l'homme et la machine. Par contre, une altérité en antériorité veut dire la non-promiscuité avec soi-même, la non-identité avec soi-même, c'est-à-dire la non-mauvaise foi, comme dirait ça. Mais je pense que c'est ça que nous avons beaucoup du mal à penser. Ce que nous avons beaucoup du mal à penser, c'est déjà dans les processus d'hybridation. Vous voyez, jusqu'à un certain moment, et encore aujourd'hui, beaucoup de nos amis, mais nos amis absolus, trouvent que parler de façon positive de l'hybridation est déjà une trahison. Il y a beaucoup de gens qui en aiment beaucoup et qui travaillent très bien, pour lesquels dire on vise l'hybridation contre la colonisation est déjà être de l'autre côté. Alors nous on dit, d'accord, on dit l'hybridation, mais attention parce que l'hybridation veut dire, mais quel est le prix qu'on peut payer? Quelles sont les limites, vous comprenez? Qu'est-ce qui va limiter? Parce que des côtés de la colonisation, il y a cette folie de tout est possible. Vous voyez, c'est-à-dire que des côtés de la colonisation algorithmique, la technologie, la haute technologie, la recherche, tout est possible. Une fois qu'on accepte l'hybridation, je vous donne un exemple vieux. Il y a 20 et quelques années, quand j'ai assisté souvent au Conseil consultatif national d'éthique, c'était quand, par exemple, il y avait une réglementation par rapport aux embryons surnuméraires. Qu'est-ce qu'on fait avec les embryons surnuméraires? Alors, il y avait une réglementation qui disait, vous pouvez les garder jusqu'à temps, et après vous devez les détruire. Bon, vous imaginez que pour le chercheur qui est en train de travailler en pleine bonne foi sur des maladies terribles, je ne sais pas quoi, il s'est dit, non, si je garde l'embryon une semaine de plus, je ne sais pas quoi, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a dans la logique propre liée à la haute technologie cette idée de, au nom de quoi? D'une façon moins tragique, au nom de quoi je vais me perdre dans la banlieue plutôt que mettre mon GPS? En laissant de côté les positions fanatiques ou idéologiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment pas par idéologie psychorigide, quel serait les au nom de quoi? Vous comprenez? Quel serait le au nom de quoi il ne va pas mettre des GPS quand il va en banlieue? Alors, je pense qu'il y a des gens comme toi, effectivement, mais toi tu es un travailleur artisan, toi tu es un artisan, quoi. Il y a des gens qui encore sont capables de se dire, quand je dois faire un gâteau au chocolat pour amener à ma maman, je trouve un plaisir supérieur de prendre 1 heure pour faire les gâteaux et la vaisselle et je sais pas quoi. Je trouve dans ces fers, n'est-ce pas, quelque chose de supérieur à aller l'acheter. Vous comprenez? On manque de ça, vous comprenez? On manque cette altérité qui puisse, dans cette hybridation, provoquer aussi une autre temporalité, une autre forme de désirer et un autre faire. Un autre faire, non? Vouloir faire, vous comprenez? Nous découvrir dans ces vouloir faire. Vous voyez, nous découvrir dans ces vouloir faire, qui aujourd'hui est écrasé parce que, avec la colonisation du fonctionnement. Mais ça, c'est un point quand même. Aujourd'hui, on va s'arrêter dans ces points-là. Mais ça, c'est un point quand même très très important parce qu'effectivement, si d'un point de vue, comme je disais, un peu naïf, très compréhensible, on imaginait la contradiction, hybridation, colonisation comme le maintien du vivant tel comme il est, on se gourre. On se gourre. C'est-à-dire, l'hybridation, et c'est pour ça que je donne l'exemple, il s'agit ni d'accepter l'élève profil des compétences, mais non plus revenir à l'élève illustré de la modernité. Mais alors c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quel est le composant colonisant? On le connaît. Quel est le composant
non technologique de cette hybridation. Vous comprenez? Une hybridation sont deux entités qui composent des rapports pour construire une troisième. Les composants technologiques avec les côtés fascinants, fantastiques et horribles, on les connaît. De plus en plus, on les connaît. Notre demande est, mais quelle forme aura les composants organiques, vous comprenez, de cette hybridation? Eh bien, ça c'est effectivement la question que permet, dans tous les cas, de comprendre la situation actuelle et par où passe l'axe d'asymétrie, je dirais. Les nouvelles figures, c'était pas précisément pour désigner les nouvelles figures, mais les conditions, déterminer les conditions qui peuvent permettre une hybridation. Parce que voilà, il y a quand même une singularité, c'est effectivement, la vitesse à laquelle se disséminent aujourd'hui ces technologies-là, on a dit, qui effectivement font qu'on a du mal on a du mal de voir par où passent les lignes de conflictualité qui justement vont permettre cette hybridation. Et d'autre part, ce mode de dissémination particulier qu'on disait, c'est que les technologies algorithmiques numériques ne se dressent pas comme un extérieur. Ce qu'on disait, c'est pas comme un extérieur face auquel on peut dire stop. C'est effectivement ce mode particulier de colonisation par l'intérieur. Voilà. Sur le vivant, Morisot disait que face à, par exemple, la colonisation algorithmique, pour lui c'est le vivant en entier, les humains en fait, qui peut se retrouver avec lequel on peut faire des alliances, en fait, qui sont des alliances d'usage commun d'un territoire, par exemple. C'est-à-dire d'après lui, on peut arriver à trouver des modes d'habiter un territoire. Certains modes vont être compatibles avec d'autres êtres vivants. Et en voyant, eux, comment ils vont pouvoir arriver plus ou moins à vivre cette colonisation algorithmique, ils vont y réagir. Face à ça, on va pouvoir aussi voir, effectivement, nous aussi, on a un souci avec cette façon d'être colonisé, commune ensemble, et se servir d'eux comme point d'appui, finalement, pour, je sais pas, il y avait des éleveurs de chèvres, par exemple, certains qui vivaient très très mal l'arrivée du loup, par exemple, dans le territoire. Et d'autres, au contraire, c'était vachement positif parce que ça permet de redévelopper des cultures locales, ça permet de... Et donc, il y a certaines pratiques du territoire qui c'est pas que l'homme est contre, par exemple, les animaux, contre la technologie. Il y a certaines pratiques du territoire qui vont être plutôt positives, en facilitant la vie de chacun. D'autres pratiques du territoire qui vont être à l'inverse négatives. Tout à fait. Alors, la différence, pas opposition, la différence de ce que nous parlons par rapport aux exemples de Morisot, et d'une façon tout à fait admirable, tu vois, ce que décrit Morisot comme la diplomatie, etc., n'est-ce pas? C'est très très intéressant en considérant certains territoires. Mais ce qui est implicite chez Morisot, il ne le dit pas, mais ce qui est implicite, c'est qu'on garde le même mode d'individuation. Tu comprends? C'est-à-dire que l'humain qui va développer des modes de cohabitation avec les loups, etc., c'est une dimension tout à fait souhaitable, tu vois. Mais nous, on n'est pas en train de parler de ça. Nous, on parle de ça aussi parfois, il nous semble parfait, Morisot le décrit très bien. Nous, on est en train de parler à une autre dimension, ni plus ni moins importante, mais simplement plus centrale, à mon avis, tu vois, qui est le fait de que nous, cet homme qui va s'approcher au loup qui mange l'herbe, non, le loup ne mange pas l'herbe, qui mange le mouton, qui mange l'herbe, c'est dans la pastorale, tu sais, je suis rentré du Vatican. Tu vois, et alors cet homme qui chasse les loups, qui sait manger les moutons, qui mange l'herbe, c'est que nous sommes en train de dire, tu vois. C'est plus le même. C'est que ni l'homme, ni les loups, ni les moutons, ni l'herbe sont les mêmes. C'est ça qu'on est en train de dire, tu comprends? Et alors, la cohabitation est une cohabitation même en antériorité, tu vois. C'est-à-dire, c'est toi qui es en train de muter. Je viens de dire antériorité. Intériorité. Je viens de prononcer. Et plus ou moins. Bon, t'es dedans. L'antériorité, bien. Et alors, tu comprends, c'est-à-dire que
je comprends, le modèle de Morisot est un modèle très très important et très intéressant parce que c'est une honnête et profonde compréhension occidentale des modes de vie de l'estar siendo. Tu vois? C'est-à-dire, c'est dans le monde colonial del ser une tentative vertueuse d'essayer de faire comme on fait depuis toujours dans l'estar siendo. Ok, et c'est très bien, tu vois, et c'est parfait. Mais le problème, tu vois, c'est qu'il n'existe ni homme, ni animal, ni plante, ni fleuve qu'aujourd'hui n'est pas déjà modifié à l'intérieur par la technologie. Et donc tu es en train de chercher un lien entre intériorité et situation. Oui, c'est-à-dire, cette nouvelle intériorité, la situation, oui, absolument, tu vois, c'est-à-dire qu'il s'agit, vous comprenez, c'est là où j'ai dit que la question de l'hybridation... Mais le désir là-dedans, comment tu le nommes? Alors, le désir là-dedans, je le nomme Pedro. Non. Le désir là-dedans, je te réponds. Le désir là-dedans, c'est une question très très importante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si nous parlons d'hybridation, c'est parce que dans les vivants, plantes, animaux, humains, tu vois, et écosystèmes y compris, les désirs et les conatus propres, et les mêmes conatus. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il y a les conatus et le désir. Les conatus, c'est le mode d'être qui, pour soi, est causa sui du désir. Tu vois? Et alors, le désir, en sortant tout le côté un peu tralala, n'est-ce pas, disons, c'est l'appétit accompagné de la conscience. L'identité. Non, Spinoza s'est arrêté juste là. Non, j'ai bien compris la référence, maître. Je voulais la rendre un peu de l'autre côté, un peu plus pragmatique. Je comprends. Non, mais même si on reste là, au désir comme l'appétit accompagné d'une conscience, de la conscience de l'appétit, tu vois. Même si on reste à cette définition minimale de Spinoza. Ah oui, d'accord, mais c'est pas minimal. Non, mais déjà, tu vois, eh bien, même là, on dit, eh bien, cette altérité dans l'unité, est donnée parce que la partie machinique ne constitue pas une unité organique, donc n'a pas de connatus. Tu comprends? Il n'y a pas de connatus machinique. C'est ça que nous, dans notre mamotreto, non, dans les modèles organiques, eh bien, nous on appelle les mixtes. Un mixte est, comme la langue, comme l'économie, comme la technologie, agit comme un organisme, c'est-à-dire que ça devient sa propre fin, sa propre finalité, a une stratégie autonome, etc., mais n'a pas déjà l'autopoïésis, n'a pas la homéostasie, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas vivant. Et alors, il se comporte, les mixtes, donc des côtés, mettons la langue, la technologie, se comportent comme des organismes. Pourquoi? Parce que si on prend on discutait avec toi, si on prend la langue, on dit la langue est un outil. Il dit non, la langue n'est pas un outil. Non, même Chomsky, il va dire les côtés communicationnels de la langue est une dimension périphérique. La langue peut servir aussi pour communiquer, mais ce n'est pas, vous comprenez, la langue est sa propre finalité. C'est-à-dire que les mixtes se comportent comme des organismes parce qu'ils deviennent leur propre finalité. Dans la technologie, nous devons comprendre ça parce que ça, c'est le gros piège. Et ça, c'est un point important, sincèrement. C'est que nous avons trop tendance à considérer les côtés transitifs, utiles de la machine. Et on continue à penser que la machine sert à quelque chose. Et c'est là où quand Heidegger va dire la fameuse phrase dorénavant, seulement Dieu pourra nous sauver, n'est-ce pas? Et il dit donc la technologie n'est pas un outil à créer un nouveau monde. Cette nouvelle maison, ça veut dire ça, vous comprenez? Ça veut dire qu'effectivement, les côtés utiles de la technologie, moi je me sers mettons que ça soit un objet technique, parce que je n'ai aucun à ma disposition,
Alors, voilà, ça c'est un objet technique. Alors j'ai dit, l'ordinateur me sert. Eh bien, c'est là, justement, par rapport à l'aliénation et la colonisation, c'est là les points, pour notre narcissisme tout pourri, difficiles à accepter. C'est que le côté utile est périphérique par rapport au fonctionnement de la machine, de la technologie. Vous comprenez? C'est-à-dire que la technologie, cet ordinateur, celui-là, le tien, hein, quand il fonctionne, 90% des choses que tu es en train de faire, c'est formater, c'est pour Bastien, formater le monde, créer un monde différent, et 10%, c'est tout ce fantastique chose utile qui permet de regarder les pornographies, d'écrire des mails, des choses comme ça. C'est que tu appelais le playroom. Hein? Le playroom, c'est... c'est ta capacité de l'outil de devenir central dans la construction d'une situation. C'est pléromatique. Attends, tu avais dit, hein, je l'ai appris de toi, donc je te le reporte. Des côtés pleuromatique de la machine. Alors, le côté pleuromatique de la machine, effectivement, ça veut dire, j'avais donné l'exemple de l'horloge, tu te rappelles? C'est-à-dire le côté pleuromatique, oh non, parce que lui, ça fait 125 ans qu'il fonctionne. Et le côté pleuromatique de la machine, c'est ça, exactement. C'est le côté formateur-formatage. Donc, qui a à faire avec l'idée d'identité, dans le sens de quelque chose qui va créer une identité situationnelle. Oui, différente, une identité différente, absolument. Non, mais les points, c'est que c'est difficile. Tu vois, autant ici, on est en Europe, tournant linguistique, blablabla, tu vois. Alors ici en Europe, jusqu'à quelque temps, c'était accepté de que la langue n'est pas un outil de communication. Pour les Amerlocs, c'est tout à fait autre chose. Tu vois, toute l'idée en Amerloc, vous savez, la langue, la fonction communicante de la langue est périphérique, ce que dit Chomsky. Et les gens vont voir Chomsky comme les singes au zoo, tu vois, ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois? Eh bien, avec la langue, on a moins de mal à comprendre. Chomsky va dire, il y a toute une pensée non exprimée par la langue. Tu vois, en Europe, séparer la pensée de la langue, ça semble un sacrilège. Chomsky va dire, il y a une pensée non exprimable par la langue. Donc, ok, alors, dans la langue, on arrive à comprendre, tu vois, c'est ça que je veux dire, dans la langue, on arrive à comprendre que le côté utile est périphérique. Dans la technologie, on a du mal à comprendre ça. Et c'est là où le côté pléromatique de la technologie avance sans aucun problème. On le voit dans la pathologie. Si, on le voit dans la pathologie, on le voit dans la normopathie, on le voit dans la normopathie, tu vois. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas du coup, parce que aussi c'est fait en creux, tu sais, que tu disais là, puisque ce qui est inutile, c'est représenté dans l'art, dans plein de choses qui sont inutiles, quoi. Donc par inverse, tout le reste, c'est censé être utile, quoi. Bien sûr, tout à fait, si tu veux. Ça, c'est la question de la séparation de l'art et de l'utile est un marqueur, tu vois, aussi fondamental que l'amour ou l'individu pour définir l'Occident colonial, tu vois, cette séparation, non, de l'utile et l'inutile. L'inutile sera l'art. Difficile, hein, quand n'importe quelle œuvre d'art contemporain coûte des milliards. C'est difficile de dire que c'est inutile, parce qu'aujourd'hui, c'est très utile comme capital. Non. Bon, mais admettons. Parce qu'effectivement, si tu veux, on croit que le reste est utile. Vous comprenez? On croit que le reste est utile. Tu vois? On dit, c'est pour l'art. Tu vois, tu fais quelque chose, c'est pas utile, c'est pour l'art. C'est ça qu'il faut comprendre, si on veut comprendre qu'est-ce qu'est la colonisation pour arriver à penser l'hybridation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'homme croit être un outil sous la main à son service n'est utile sous la main à son service que de façon très périphérique. Tu vois? C'est-à-dire que c'est compliqué à peut-être comprendre intellectuellement, mais c'est compliqué parce que ça implique une certaine introspection de voir à quel point notre mode de vie, notre rapport avec notre corps, avec les autres, comment il a été modifié malgré nous, c'est la fonction pléromatique, parce qu'on se servait de l'utile.
voyez? C'est-à-dire qu'il y a un côté diabolique, si vous voulez. Je suis revenu très... je suis devenu un juif très catholique, comme disait Minkowski. Non? C'est un peu... Parce que, vous comprenez, c'est-à-dire, moi je suis en train de me servir d'un truc, non? Ils te disent, tu vois, tu dis, bon, je paye 10 francs, je retrace, 10 euros, je paye 10 euros pour les services prêtés. Et l'autre te dit, non, tu me dois 2000 parce qu'à vrai dire, les services qu'il a fait, c'est il a transformé tout. Vous comprenez? Tu as changé la maison. Alors, c'est ça, quand je fais l'effort pour expliquer les côtés plus romantiques de la montre. Tu vois? Effectivement, tu te dis, c'est bien pratique parce que je sais que je dois prendre mon médicament à telle heure. Tu vois, tu dis, ah, ben voilà, je prends mon antipsychotique à telle heure. C'est pratique. Mais ça, c'est à peine 10% de ce qu'est en train de faire la montre comme changement du monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vécu, expérimenté ou compris. Par contre, dans la transmission transgénérationnelle de ces choses, c'est évident, ça se met en évidence. Par exemple. Les jeunes se rendent compte que nous, on est, désormais je suis de l'autre côté, je fais fatigue, mais je suis de l'autre côté, on est différents, on a des addictions, si on les a, très différents que les autres, donc ils commencent à questionner, ils ne comprennent pas comment nous, on ne peut pas être épris par certaines choses. Moi particulièrement, j'adore tout ce qui est film, mais je ne peux pas le voir. Ça c'est aussi une chose intéressante. Ce n'est même pas en question de volonté d'être mieux que les autres. Si j'écoute mon corps, mais je ne peux pas voir autant de vidéos, de films qui regardent. Hein. Après, je pense à comment j'étais, je dis, mais finalement, j'ai resté avec mon rythme. Sauf que je semble anormal. Donc, du coup, je dis, ah ben, mais non, je ne suis pas anormal. Effectivement, je ne supporte pas la valence. Non, bien entendu, mais c'est là... question. Non, mais tout à fait, mais c'est là où, si tu veux, c'est tout un sujet... des recherches qui probablement restent dans l'encrier, qui est les natifs au digital. Tu vois, avec la hypercompatibilité. Tu comprends? Parce que c'est là où tout le monde est là quand on dit, ah regarde, Pablito, à 2 ans, il trouve où il faut appuyer le bouton. Non, attends, Mazel Tov pour Pablito, tu vois, mais peut-être que Pablito est déjà de l'autre espèce. Tu vois, peut-être que Pablito, pour le moment, entre natif au digital et nous, les dinosaures, il reste une compatibilité de reproduction. Donc, ça va. Tu sais que c'est ce qui permet de dire qu'il y a une unité de l'espèce. Tu vois. Encore, il y a une compatibilité reproductive. Mais effectivement, tu vois, c'est-à-dire dans les natifs au digital qui trouvent quel bouton il faut appuyer, tu vois, on ferait mieux de ne pas simplement être ébloui de ah, Pablito, clavum, clavito, mais de dire merde, mais y a un truc il est déjà rhinocéros. Il y a un truc à faire, c'est que mon fils, je ne le mets pas trop sur l'informatique du tout, il ne connaît pas du tout les écrans, on regarde pas la télé. Et à l'école, ils ont des ordinateurs depuis peu. Et puis à la maison, il fallait aller sur son espace numérique en ligne. Et ben, je l'ai mis devant l'ordinateur, il a pris la souris, il savait quasiment la déplacer. Il l'avait jamais utilisé. Oui. Alors que moi, je me rappelle quand j'étais gamin, 13 ans, bon, la souris, on en a peut-être eu un peu près. Au début, même quand je donnais des cours aux gens, c'était la souris était partie au-dessus, les gens ils n'y arrivent pas. Quoi. Là, mon fils, quasiment du premier coup, alors peut-être l'observation de devoir faire aussi. Non, tu sais quoi, en neurophysiologie, il y a un truc qui est très choquant. C'est que les modifications physiologiques et anatomiques du cerveau d'un analphabète qui vit dans une population alphabétisée est structurée comme pour l'alphabétiser. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est clair, tu vois, que toute une population non alphabétisée, bien entendu que, pour le dire de façon grossière, le câblage est différent que les câblages d'une population alphabétisée, parce qu'effectivement, il y a les effets de la délégation et du recyclage. Eh bien, un analphabète dans une population alphabétisée aura le câblage, pour dire comme ça, d'un alphabétisé.
Tu comprends? C'est-à-dire qu'effectivement, nos enfants, ce que je voulais te dire là, c'est que, comment s'appelle ton petit? Maël. Maël, tu vois, lui, il n'a pas été, entre guillemets, contaminé par les appareils, mais c'est la puissance de l'époque, on pourrait dire, tu comprends? La puissance de l'époque. C'est-à-dire que, où l'hérédité épigénétique, ou comme tu veux le dire, tu comprends? Mais il y a quelque chose qui fait que nous, on n'a pas étudié par rapport à l'ordinateur, mais par rapport à la population alphabétisée ou non alphabétisée, c'était quelque chose qui, en général, c'est un peu surprenant. Tu dis, avec les câblages d'un analphabète qui naît dans une population alphabétisée depuis des siècles, non? Parce que bon, quand même, le câblage correspond à celui de quelqu'un qui sait lire et écrire. Tu vois? Et alors, la compatibilité, la hypercompatibilité des mômes ne dépend plus de ce que les parents font à la maison. Ne dépend plus de ce que les parents... C'est pour ça que la question de l'hybridation ne peut pas... La question de que la résistance à la colonisation ne peut pas être trop naïf. Tu comprends? Parce que si elle est trop naïve, elle loupe sa cible. Tu comprends? Elle loupe sa cible. Comme moi je dis, il n'y a pas d'homme, animal ou plante qui ne soient pas hybridés, contaminés comme tu veux. Moi, ce n'est pas un slogan, tu vois, c'est pas un mot d'ordre. C'est-à-dire, c'est la force quand même de cette colonisation rapide, universelle. Mais la colonisation, c'est quoi? C'est pas juste la machine. La colonisation, c'est la contamination de l'air, la rupture des cycles d'écosystèmes. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est un ensemble, tu vois, c'est un ensemble. Bon, qui fait l'époque, qui fait qu'une époque, matériellement, objectivement, a changé. Eh bien, dans cet ensemble, une des voies est celle-là, tu vois, c'est-à-dire que les natifs au digital, je pense qu'effectivement, si toi, Maël, tu le mets de côté, et l'avantage qu'il y aura, et c'est là la bonne hybridation, la hybridation, disons, vertueuse, tu vois, c'est que lui, il aura les deux éléments hybridés. Il sait faire avec ses mains, il sait percevoir avec son corps, tu comprends? C'est-à-dire qu'il a les côtés cognatus, tu vois, les côtés désirants, il est très développé, et alors, effectivement, là, il peut avoir une hybridation vertueuse. Tu comprends? Mais c'est effectivement de ça dont il s'agit. Mais, donc, la question, c'est comment défendre ces cognatus désirants, pour dire comme ça, tu vois, ces cognatus comme ça du vivant, comment protéger ça dans une hybridation où la forme qu'il y aura ces vivants-là ne sera plus la même, ni dehors ni dedans. Et les questions de dehors et dedans, elles trompent aussi parce que vous savez, nous, on s'attendait toujours, les vieux cons, on s'attendait toujours que les cyborgs allaient être, vous voyez, allaient avoir une antenne là, tu vois, et faire caca par l'oreille, bon, des choses comme ça. Et au fait, non, le phénotype, il reste plus ou moins pareil. Tu vois, c'est-à-dire, alors, c'est difficile de voir en quoi on est devenu cyborg, comme on dit, cyborg. C'est parce que je parle anglais. Vous voyez, c'est-à-dire, mais bon, c'est-à-dire, c'est là où le sujet de l'hybridation, on va y revenir, parce que le sujet de l'hybridation, c'est un sacré sujet, parce que c'est là où il faut se réveiller par rapport à ce qui se passe, non? Et dire, mais quelles sont les hybridations vertueuses? Qu'est-ce que une hybridation vertueuse? Par exemple, pour dire ce que pour nous c'est l'horreur, les OGM. Ah ok, d'accord, mais imagine-toi par exemple que vraiment tu trouves une OGM qui avec 10% d'eau peut vivre. Alors tu dis, bon, ça ne résout pas tout le problème des OGM, parce que pour les OGM, c'est aussi une rupture par rapport à l'écosystème. D'accord, tu vois, c'est-à-dire, c'est plus compliqué que ça, comme on dirait. Mais, vous voyez, par exemple, même par rapport à ça, il faut être prêt à regarder la chose sans se scandaliser. Vous comprenez? C'est-à-dire que si on veut trouver quelles sont les limites qui permettent une autorégulation à l'hybridation, il va falloir être un peu moins délicat. Ouais, il va falloir un peu avoir les mains sales, comme disaient les grands Jean-Paul. C'est-à-dire, il va falloir quand même se dire, bon,
quelles sont les hybridations vertueuses? Mieux que l'introduction de pesticides en France pour la concurrence déloyale des pays à côté. Eh bien, tu vois, c'est ça le problème, tu comprends? C'est-à-dire que quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui nous regarde en différé, non? Oui, je pense à lui. Alexia et... Benoît. Alexia et Benoît, salut Alexia et Benoît, qui nous regardent en différé, deux néo-ruraux qui ont eu la gentillesse de suivre notre séminaire depuis très longtemps, qui ont eu la gentillesse de nous demander de travailler sur une préface, un livre qu'ils ont fait. Et bien là, ils se posent la question, tu vois, ils se posent une question réelle, tu vois, c'est pas des idéalistes velléitaires, ils travaillent vraiment là, à la terre, tu vois, Benoît, Alexia sont là, ils travaillent dans leur ferme, etc. Et alors, à un moment donné, dans leur bouquin, il dit, ok, comment ça s'appelle les trucs de Monsanto. Oui. Pesticides. Si, pesticides, mais c'est la. Oui, l'herbicide. Sauf. Je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Oui, d'accord, mais bon, et peu importe, non, mais le mot technique, tu vois, et il va rigoler là, Benoît. Et alors il dit, parfois on peut l'utiliser. Parfois on peut l'utiliser de façon raisonnée. Alors, tu imagines, Bastien et moi, qu'on n'a jamais vu la quantité plus grande d'arbres qu'on a vu, c'était au bois de Vincennes, tu vois. On dit, quelle horreur! Non, non, jamais. Le glyphosate, c'est non. Lui, qui est un glucose. C'est le nom de Kant. Hein? C'est le nom de Kant. Kant. C'est une position morale par Kant. Voilà, c'est les noms des Kant. C'est l'affaire de Benoît. L'ami d'Alexia. Les noms des Kant, je dis Emmanuel. Alors, non, j'ai fini là-dessus. Non, j'ai fini là-dessus, tu vois, effectivement. Et Benoît et Alexia, ils nous mettent dans la position exactement de la lettre, non? Et de Benjamin Constant à Kant, tu vois. Alors, nous deux, là, le mot propre, tu vois, glyphosate, 9, non? Il y a peu de chance que les insectes ont le temps de se sauver. Et lui, il te dit, si, 9, en principe, dit, non, pardon, mais, non en principe, mais il dit, il y a des gens qui l'utilisent de façon raisonnée. Nous, tu vois, on était vexés, tu vois. Et alors tu te dis, mais voilà, je ne sais pas, tu comprends, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu vois, moi je dirais que non, que mettre plein de loups et des ours partout, tu vois, de toute façon, moi, Riva Églantine. Mais, vous comprenez, en situation, que c'est ça, ce qui est quand même, voilà, la lettre, tu vois, Benjamin Constant à Kant, il dit, mais en situation, vous dites non au glyphosate. Bon, quand il dit Nirfastet par glyphosate, non, mais bon, là on déconne pas. Non, vous comprenez, c'est-à-dire que l'hybridation, il faut la penser même avec ce que pour nous est l'horreur. Et l'horreur, vous voyez. Voilà, c'est pour ça que j'insiste beaucoup avec la question du glyphosate, parce que c'est comme ça que ça se fait. Et la question que Benoît Alexia nous pose très honnêtement, de dire, mais monsieur Kant, non, en situation, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est ça qui a la pensée situationnelle. Et la pensée situationnelle est toujours en danger du relativisme, est en danger d'être jugée d'après des principes métaphysiques. Vous voyez? Alors, la pensée situationnelle, dès l'hybridation, bah, c'est là-dessus qu'il faut avancer. En précisant qu'eux-mêmes, évidemment, n'en utilisent pas, mais que la question, effectivement, était que l'agriculture dont on parle aujourd'hui est une agriculture, et dans les années 50, c'est l'agriculture de la mécanisation, c'est l'agriculture intensive, c'est l'agriculture vue de façon agrégative. L'agriculture, on ne voit plus que des comptabilités d'ingrédients chimiques, où la terre est complètement sous perfusion, ou même la terre devient une ressource exploitée. Donc la question, c'est cette agriculture qui est déjà hybridée, comment effectivement on la change. C'est pas l'agriculture à grand-papa ou même plus lointain. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé... Voilà, c'est dans ce contexte-là qu'il pose la question. Nous, on va présenter, quand le bouquin va sortir, le bouquin d'Alexia et Benoît va sortir, on va le présenter. Justement, j'ai donné ça comme exemple parce que quand on parle d'hybridation, vous voyez, c'est-à-dire que eux deux, ils ne m'ont pas dit
tu vois, c'est-à-dire, sans être ironique, mais ils ne m'ont pas dit comment le loup et l'agneau pâtiront ensemble. Ils vont pas être ensemble, ça. Ensemble dans la paix. Voilà. 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 Et il dit pas ça, il dit là, l'agriculture est absolument contaminée et hybridée, alors faites attention avec toute position kantienne, puriste, tu vois, c'est pas évident la question de l'hybridation. Mais moi je pense que si nous ne sommes pas capables de penser l'hybridation dans les côtés, les mains dans les cambouis, ben on reste dans le côté tout à fait idéaliste. Bon, je suis sûr que si parmi les personnes qui nous suivent sur YouTube racontent à nos amis technophobes ces séminaires, ce soir j'aurais perdu beaucoup d'amis. Alors le prochain séminaire est le 5 mars. Le prochain séminaire est le 5 mars. On est le 5 février. Et je rappelle. L'entrée du vacances scolaires. Absolument. Je rappelle donc pour nos amis, soit ceux qui nous suivent en Zoom, ils peuvent intervenir quand ils veulent, mais même tous ces gens qui nous font vraiment le plaisir de nous suivre en différé par YouTube, ils peuvent, en s'adressant au site du collectif Malgré tout, nous adresser des questions, des remarques ou des interventions. Auxquelles on ne répondra jamais. Elles seront intégrées de Mais qui me répond à Ils sont pas cons, ils sont pas cons. En plus, on y répond. Et d'ailleurs, la question qu'avait posée Émilie, je pense qu'on y a en partie, Miguel est en partie répondu. Bon, alors, Ça c'est bien de le dire. au 5 mars, et contrairement à ce qu'Alexandre a dit, nous, on va incorporer toutes les questions que les gens qui nous suivent sur YouTube nous poseront. Oui. Tramité à travers les collectifs, Ce qui est malin, c'est le site du collectif Malgré tout.